Je voulais commencer par par Macron et la Palestine, en regardant une vidéo de Boniface. Pascal Boniface qui explique pourquoi Macron a reconnu la Palestine. Alors déjà, moi, on va sur le sujet là, de Macron et la Palestine. Moi, il y a un point tout simple, c'est que reconnaître l'État de la Palestine, il y a des gens qui sont en mode c'est une victoire. Déjà, il ne l'a pas encore fait. C'est une victoire alors que les gens, ça devrait être le minimum, quoi. Tu sais, c'est même pas un cadeau qu'on fait aux Palestiniens, tu vois. Moi, ça me fascine que ce soit vu comme un cadeau, une faveur que fait la France aux Palestiniens. Alors que c'est juste le droit international, en fait. Je veux dire, tu sais, c'est comme si la Chine, elle disait, bon, bah allez, vous savez quoi, on est sympa, on reconnaît l'État de la France. C'est cadeau. Surtout, il avait déjà dit qu'il allait le faire en juin, puis il ne l'a pas fait. Donc bon, oui, non, mais c'est que des déclarations. Et merci pour la reco de Rada Karmi. Ça permet de mieux comprendre des enjeux autour de ça. Oui, le livre à la fabrique. Et elle explique pourquoi, en réalité, quand tu t'intéresses au sujet de la Palestine, la seule solution viable, vu l'actualité, vu le contexte, c'est la solution à un État. Surtout que dans les faits, dans la réalité, il n'y a qu'un État. Il n'y a que l'État d'Israël qui domine à Gaza. Alors les gens vont dire non, mais il n'y a pas d'Israéliens à Gaza. Si tu contrôles les entrées, les sorties sur la terre, sur la mer et dans les airs, c'est que tu contrôles le territoire, grosso modo. Et aussi la Cisjordanie, ce qu'on appelle l'indépendance, la Cisjordanie, il faut s'intéresser un peu plus au contexte et voir que c'est rien, quoi. Les territoires qui sont réellement gérés seulement par la Palestine, ils sont très minimes, et en plus c'est par un gouvernement palestinien, Georges Abbas, n'importe quoi moi. Mahmoud Abbas, désolé à Georges Abbas parce que là on est sur un grand résistant. Mahmoud Abbas qui est un vendu, qui sert surtout à jouer la police au nom d'Israël, quoi. Nous, dans notre tête, c'est qu'au final, il ne peut n'y avoir qu'un État. Et moi, ce qui m'énerve surtout, c'est les propositions de certaines personnes. En fait, le truc un peu facile pour te la jouer pro-palestinien sans trop te mouiller, c'est de dire « Ah oui, non, mais moi, je suis pour la solution à deux États. Hein. Ah, mais moi, je suis pour deux États. » Tu sais, c'est le truc facile pour faire... Je veux dire, même les droitards, ils peuvent avoir cette position-là en mode « Ouais, dans l'absolu, je suis pour deux États. Hein. » Non, mais va te faire foutre. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'aller regarder enfin cette vidéo de Pascal Boniface. Alors, Macron, pourquoi ce revirement sur la Palestine? Alors, je trouve le titre, je pense que c'est pour attirer les gens, mais il n'y a pas de revirement, quoi. Ça fait 6 mois qu'il annonce qu'il va reconnaître la Palestine, et en vrai, reconnaître la Palestine, c'est vraiment le premier move de tout État qui veut faire croire qu'il n'est pas vendu à Israël, et en mode « Ah non, mais je reconnais le sort des Palestiniens, les pauvres. Non, mais moi, je suis humaniste. Hein. » Voilà, moi, je veux dire reconnaître l'État de Palestine. La vraie bonne nouvelle en ce moment, c'était Georges Ibrahim Abdallah qui a été libéré, qui est en ce moment au Liban. Vous vous rendez compte, les gens, vous avez passé 40 ans en prison. Moi, c'est ça, avant de tout le truc, de tout le discours et tout, ça doit lui faire trop bizarre d'avoir passé 40 ans de ta vie dans le même kilomètre carré, tu vois, le même espace, et encore moins dans ta petite cellule de, je crois, ça doit être 9 mètres carrés, sa cellule, pendant 40 ans, et t'es enfin libre. Toi, tu peux évoluer dans l'espace. Tu peux te mouvoir dans l'extérieur. Ça doit être trop bizarre. Et on doit avoir une immense admiration à l'égard de Georges Ibrahim Abdallah, parce qu'il est sorti et il n'a même pas essayé de faire pleurer sur sa condition. Tu sais, il n'a même pas été en mode « Ah, ça a été dur, mais ça fait plaisir de vous voir. » Non, les premiers mots qu'il a dit, c'était pour les Palestiniens, c'était pour les martyrs, c'était pour la lutte, c'était pour la résistance. Donc franchement, le gars, passer 40 ans en prison comme ça et ne pas céder, ne pas devenir fou. Moi, je pense que 40 ans en prison, je deviens fou. Les gens, je pète un câble, tu sais, je me vends pour sortir, là. Je suis en mode, hey, je balance tout le monde, je balance tous les trucs, laissez-moi sortir de là. 41 ans. Donc, dignité de ouf, il est resté 41 ans en prison, il s'est jamais renié, il s'est toujours tenu au courant des évolutions politiques, de l'actualité, il a soutenu tous les mouvements. Et quand il sort, son premier mot, c'est pour la résistance, c'est pour les Palestiniens, c'est pour le Moyen-Orient, et c'est pour dire qu'il faut continuer le combat. Voilà, trop fort, Georges Ibrahim Abdallah. Vous savez, on regarde beaucoup les... Tu sais, quand tu penses à Malcolm X, quand tu penses à Amilcar Cabral, à Che Guevara, tu te dis, putain, ça, c'est des grands hommes. Tu sais, où tu as aussi des grandes femmes, et tu te dis, putain, moi, je les ai pas connus. Mais ça doit être bizarre de vivre à la même période qu'eux. Et ben nous, là, on vit dans la période d'un gars qui, pour moi, est rentré dans l'histoire, qui est Georges Ibrahim Abdallah. Moi, je suis persuadé,
dans 50 ans, les gens continuent à parler de Georges Ibrahim Abdallah en mode c'était un modèle de lutte, quoi. C'est quand même, pour moi, ça fait partie des gens très, très importants, quoi. On a eu Mandela aussi. Ouais, c'est vrai, Mandela, ouais. Ouais. Mais par exemple, Mandela, il était presque. Moi, j'étais jeune quand c'était vraiment son. J'étais tout petit quand c'était vraiment son prime qui sortait de prison. Après, moi, quand je l'ai connu, quand j'étais adulte, il était président. Tu vois, il n'y avait pas un truc de résistance de ouf, tu vois. Alors que c'est Mandela. Je suis pas en train de dire que Mandela était pas résistant. Mais là, c'est la première fois adulte, j'ai vraiment un gars qui a mené une lutte de malade, quoi. Léonard Peltier, oui, mais c'est moins connu. Léonard Peltier, les gens qui connaissent pas, il est détenu aux États-Unis. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Il est détenu aux États-Unis et c'est un prisonnier qui luttait pour les droits des natifs américains et qui est encore en prison, quoi. Ah, il a été libéré. Putain, j'avais pas eu la nouvelle pour Léonard Peltier. Je savais pas qu'il avait été libéré. Il a été libéré en quelle année? Tu vois, on est beaucoup moins au courant de ça, hein. Cette année. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que j'étais pas au courant. Cette année, il a été libéré. Et ben tant mieux, parce que lui aussi, ça faisait des dizaines d'années, quoi. Il était en prison. Donc voilà. Et il faut penser qu'il y a encore des gens qui sont des prisonniers politiques. Bref, c'était la petite parenthèse sur Georges Ibrahim Abdallah. La lutte paye. J'imagine les gens, moi je pense aussi, il y a Georges Ibrahim Abdallah, et je pense aussi aux gens comme Youssef, mais aussi plein d'anciens et d'anciennes qui sont dans les trucs palestiniens et tout, et qui luttent pour la liberté de Georges Ibrahim Abdallah depuis aussi 40 ans. Tu sais, Youssef l'a connu avant qu'il soit en prison, et là le connaît maintenant qu'il est sorti, et pendant 40 ans, tu as des gens, pendant 40 ans, pendant 20, 30, 40 ans, ils ont lutté pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et je pense que ça doit leur faire bizarre de le voir libéré, mais la lutte continue, il y a d'autres causes. Et on espère que, même si j'ai un peu peur de ce que va faire Israël, on espère qu'il va vivre une fin de vie un peu paisible et profiter des siens et de sa terre, Georges Ibrahim Abdallah. Allez, on reprend avec Macron qui reconnaît la Palestine et on réacte à cette vidéo de Pascal Boniface. Partisan d'une telle solution pressait Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine. Oui, qualité webcam, mais il doit être en vacances, le petit Pascal Boniface. Il peut avoir des vacances. Vous avez vu combien de livres il a écrit? Il en a écrit 150 des livres. Laissez-le prendre des vacances, le petit Pascal. Il a le droit un petit peu. Il s'est déjà assez battu. Il se bat contre tout le monde sur Twitter. Voilà, quoi. France ne sera que le 148e État à le faire. Oui, c'est vrai que ça aussi. Il y a un peu le truc en mode... Pour moi, c'est la base de reconnaître l'État de la Palestine. Comment ça, on l'a pas déjà fait? Quoi, c'est un cadeau? Quoi, c'est une fleur qu'on leur fait de reconnaître l'État de la Palestine? Mais de ne pas oublier que voilà, on est dans le 100. Il y a 140 pays avant nous qui l'ont déjà fait, quoi. Pourquoi une telle décision maintenant? Eh bien, en fait, c'est que tout simplement, l'émotion par rapport à la famine à Gaza est trop forte. Ouais. C'est ça qui me fascine, c'est que là, alors bien sûr, tu as les luttes qui ont joué là-dedans, qui ont fait une pression sur le gouvernement français, mais surtout, c'est qu'ils ne peuvent plus fermer les yeux, quoi. Et moi, je vous ai dit ça il y a un mois, et je reste persuadé de ça. Je suis persuadé qu'il y a un petit revirement de situation par rapport à Israël, parce que je suis persuadé, c'est mon esprit complotiste, qu'ils ont les chiffres et la catastrophe est pire que ce qu'on nous déclare officiellement. Là, je crois qu'officiellement, c'est quoi? C'est 60 000? C'est ça, 60, 70 000, un truc comme ça. Je suis persuadé que les chiffres doivent être affolants et que l'ampleur de la catastrophe dépasse ce qu'on pouvait imaginer et qu'ils sont en mode « Oula, il ne faut pas qu'on puisse être vu comme ceux qui ont fermé les yeux sur ça. » quoi. Donc, l'une des astuces, c'est de dire « Ah non, mais nous, on était pour qu'on reconnaisse l'État de Palestine. Hein. » Et je ne suis pas dessus aussi pour la rentrée, Macron. Oui, non, mais après... Là, vous pouvez vous dire, oui, peut-être, j'imagine que pour certains, Macron fait ça par rapport aux mobilisations populaires qu'il va avoir à partir du 10 septembre. Alors, petite parenthèse, moi, j'ai peur qu'on en fasse trop sur le 10 septembre. Et le problème, c'est que parfois, j'ai peur que les gens soient déçus et qu'on ne s'imagine pas. En fait, moi, je suis un peu sceptique quand c'est autant préparé. Et quand tout le monde est persuadé que le 10 septembre, il va y avoir des dingueries, alors que non, et que c'est plutôt quand on ne s'y attend pas qu'il y a vraiment une révolte populaire. Non, mais je ne suis pas en mode, les gens... Je suis pas en mode à Doumé, en mode le 10 septembre, il va rien se passer, ça y est, c'est fini. Je suis juste en mode, les gars, c'est pas quand nous on le décide. Tu sais, il y a trop le truc, allez, on a décidé, ça sera le 10 septembre. Je suis plus compliqué que ça. Mais après, j'espère que ça va réussir et tout. C'est pas pour ça que je dis pas qu'il faut se mobiliser, mais ne faites pas croire, parce que je vois des gens déjà qui parlent de pré-révolution, de ci, de ça. Les gens, et on rappelle ce qu'on disait, moi, c'est la conférence qu'avait fait Simon et tout le truc de Walter Benjamin, il faut aussi préparer nos défaites. Il faut arrêter de faire croire que le 10 septembre, ça va être la révolution parce que les gens vont être déçus. Il faut juste présenter ça, le 10 septembre, comme un moment de mobilisation important.
Moi, je suis toujours, tu sais, je me dis toujours, ça va péter à un moment où on s'y attend pas, à un endroit où on s'y attend pas, sur une cause sur laquelle on s'y attend pas. Mais moi, je pense que ça va péter. Mais je crois pas que ça va péter là, le 10 septembre, comme ça, tu vois. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se bouger. Au contraire, il faut se bouger. Aussi, voilà, il y a des gens qui disaient que c'était peut-être par rapport à ça que Macron faisait une déclaration pour reconnaître l'État de la Palestine. Sincèrement, je pense pas que ça va jouer. Je pense pas que les gens qui vont se mobiliser le 10 septembre auront tout en haut de leurs recommandations, tout en haut de leurs revendications, la reconnaissance de la Palestine. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont se bouger le 10 septembre n'ont rien à foutre de la Palestine, mais je pense pas que ce soit leur priorité. Et je dis pas ça en forme d'attaque, hein. Mais j'imagine mal des gens être super vénères et vouloir bouger le 10 septembre, se dire « Ah, c'est bon, Macron, il va reconnaître la Palestine ». J'ai l'impression que c'est très décorrélé et que vraiment le 10 septembre, les gens ont compris que c'était sur la casse du système social, quoi. Ça, il ne reconnaît rien, il fournit des armes, il est complice depuis le début. Oui, 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 et ça, c'est aussi des critiques que je voulais aborder durant la vidéo. Mais reconnaître un État tout en continuant à faire des échanges économiques et en finançant en armes l'État adverse qui est en train de massacrer la Palestine, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Moi, je préfère même l'Union européenne. Ne reconnaissez pas la Palestine. Mais par contre, vous arrêtez l'échange économique avec Israël. Là, c'est une décision de ouf. Vraiment. Oui, il l'a laissé passer, on rappelle, Netanyahou, qui a un mandat d'arrêt international. Et la France l'a laissé survoler son territoire. Même dans les médias qui, d'habitude, vont plutôt donner un récit israélien, l'émotion est telle qu'il n'est plus possible de ne rien. Ah oui, non, mais la famine, là, c'est... Tu sais, nous, on a toujours l'image, quand on est plus vieux, de se dire, mais comment on a pu laisser faire ça au Rwanda? Comment on a pu laisser faire ça en Bosnie? Comment on a pu laisser faire des massacres comme ça? Bah voilà. Nous, maintenant, on est une génération où on a une réponse et on sait comment c'est possible qu'une population soit massacrée sans que personne ne fasse grand-chose, quoi. Et cela fait quand même des semaines, pour pas dire des mois, que la France, comme d'autres pays occidentaux, demande à Israël un cessez-le-feu, demande à Israël de... Après ça, vraiment, c'est... si ils avaient 1/10 de la détermination qu'ils ont contre la Russie vis-à-vis d'Israël, si contre Israël, ils avaient 1/10 de la détermination qu'ils ont contre la Russie, je suis persuadé que ça ferait déjà bouger énormément de choses. Je rappelle que contre la Russie, on est au 18e paquet de sanctions, un truc comme ça, alors qu'Israël, bon, bah, il y a toujours rien, alors qu'il y a un génocide, hein. C'est même pas une guerre. Même des gens qui ne sont pas politisés disent, bon, ok, les bombardements, on y est habitué, mais là, quand même, laisser des gens mourir de faim, ce n'est plus supportable. Et ça, c'est ce que je dis souvent, je suis persuadé qu'il y a un gap, qu'il y a un écart extrêmement fort entre l'opinion publique et les médias. Moi, je suis persuadé, je vois avec ma famille, du côté de ma mère, les petits blancs et tout. Tu sais, il y a même en s'intéressant pas à la Palestine, même en ayant, tu sais, une crainte à l'égard des Arabes, tu sais, il y a un côté en mode, non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Je veux dire, tu vois des enfants crever de faim. Je suis persuadé que la plupart des Français trouvent ça totalement injuste. Même mon père qui a toujours voté à droite est dégoûté par ce qui se passe. Ben oui, non, mais c'est normal. Les plus acharnés de défendre Israël, quoi qu'il fasse, continuent à l'être. L'histoire les jugera. Moi, il y a des personnes, j'ai leur nom en tête, genre Caroline Fourest. Il y a un moment donné, les gens, c'est une négationniste. Je dis pas mégationniste, parce qu'elle l'est aussi, mais une négationniste. Il y a des gens comme ça, pour moi, ils devront passer devant des tribunaux. Parce que c'est même pas qu'ils ont nié, c'est qu'ils ont participé à la propagande israélienne pour légitimer le massacre en cours. Donc, il y a des gens, c'est pas possible, tu peux pas laisser faire. Oui, Aurore Berger, oui, non, mais il y a plein de gens. Tu sais, je pense l'autre, là, Simon Mousse, là, M-O-O-S sur Twitter, qui est toujours là, qui s'est indigné en mode Macron reconnaît Israël. Pour les sionistes, là, Macron a pris une position scandaleuse. Il y a plein de gens, ils ont été actifs. Pour moi, c'est des complices du génocide. Donc, je veux dire, ils devront être jugés par des tribunaux. Il y a des actions à mener parce que c'est grave, quoi. Ils ont participé à ce qu'on légitime le fait que des gens soient massacrés, soient morts de faim. C'est une décision symbolique, oui. Mais les symboles en diplomatie, cela compte. Et d'ailleurs, on le voit bien aux réactions. Ben, le symbole de reconnaître que Macron reconnaisse la Palestine, c'est un symbole qui compte, mais ça veut dire qu'on part de loin. Ça aurait dû être fait depuis 50, 60, 70 ans, le fait d'avoir reconnu la Palestine. Et dire que ça va nous couper de moyens de pression ou de contact avec le gouvernement israélien, de toute façon, c'est inutile. Le gouvernement israélien n'a fait aucune concession à la diplomatie française depuis... Ben oui, comment ça? Non mais attends, on n'a même pas... Comment ça, les moyens de pression, on les a?
Je comprends pas en quoi reconnaître la Palestine va nous enlever des moyens de pression sur Israël. En mode, ça y est, le seul moyen de pression, c'était de dire attention, on va reconnaître la Palestine si vous continuez à génocider. Hein. Et là, on l'a plus, mais on a des sanctions à donner. Ça veut dire, on n'est pas. On est quand même parmi les premières puissances mondiales. Je sais pas, on est où là? On voit bien que la décision de reconnaître la Palestine est quand même non seulement tardive, mais limitée. Ça serait une Palestine démilitarisée et aucune sanction. Ah, d'accord. Ah ouais, mais j'avais pas ce détail. Ok. Ils reconnaissent une Palestine démilitarisée. Mais c'est quoi cette folie? Mais quel pays peut accepter ça comme condition? Vous pouvez accepter, mais vous n'avez pas de force militaire. Ah, c'est la seule condition. Je trouve que c'est très intelligent, surtout quand t'as Israël à côté, quoi. Ah non, mais c'est l'arnaque totale. Mais les gens, aucun pays ne pourrait accepter ça. Mais Mahmoud Abbas, il accepte tout. C'est une serpillière, Mahmoud Abbas, il accepte tout. Mais tu te rends compte, en plus, je veux dire, il y a un pays qui vient de commettre un génocide sur toi, tu vois. Il y a un territoire qu'il a complètement rasé. Il a génocidé une partie de la population. L'autre, il l'a annexé et il continue à l'annexer. Et là, on te dit, ok, on veut bien te reconnaître, mais t'as plus d'armes. Frère, en fait, vous voulez me mettre à poil et c'est bon, Israël va finir le travail. Comment tu peux? Non, mais c'est trop, quoi. Le Japon a accepté en 1945 après 2 bombes atomiques. Et le Japon, tu sais, il y a au moins la légitimité de dire... Tu sais, tu peux au moins avoir cette légitimité d'imposer ça au Japon en mode, vous avez participé à la guerre avec les nazis. Vous avez été du côté des nazis et vous avez commis des folies, tu vois. Tu avais au moins cette possibilité, cette légitimité-là. Pour la Palestine, pourquoi ils doivent être désarmés? Je comprends pas. Quelle est la justification que si on reconnaît la Palestine seulement si c'est démilitarisé? Moi, s'il y a vraiment un territoire à démilitariser, ça m'a l'air d'être Israël, hein, vu les dingueries qu'ils sont en train de faire. Je me dis que... On voit bien la différence par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 18 trains de sanctions minimum sur la Russie. 18 trains de sanctions. Et je suis même pas en train de dire que c'est illégitime ou quoi. Mais 18 sur la Russie, alors que moi, je le tiens à le dire, la Russie fait la guerre contre l'Ukraine et la Russie domine l'Ukraine. Ouais, c'est eux qui font le plus de dingueries, ce qui est une évidence. Mais on est loin des horreurs qui sont commises en Palestine, où là, mais en fait, c'est des gens désarmés, tu vois. Au moins, du côté ukrainien, il y a des armes occidentales. Les Palestiniens, ils ont rien. Même si la Palestine pouvait avoir une armée, elle ne ferait pas le poids par rapport... Bah oui, non, mais c'est pour ça que c'est débile, là. L'avoir comme argument la démilitarisation de la Palestine, comme si on enlevait cette condition, la Palestine allait rivaliser avec Israël, c'est une totale plaisanterie, quoi. C'est n'importe quoi. Symboliquement, c'est quand même fort de dire, vu la situation, il y a un génocide en cours et tu te dis, ok, on reconnaît votre pays, mais si vous n'avez pas d'armes, c'est dingue. Alors la France va essayer d'entraîner le Royaume-Uni, où là aussi l'opinion bouge. Le Royaume-Uni est très favorable à Israël. Alors mais les gens, moi, les Anglais, je les déteste. Hein. Les Anglais, je rappelle, les Anglais ont créé les États-Unis. Voilà, ils ont créé les États-Unis et ils sont cul et chemise tous les deux. Et moi, c'est mon côté vraiment français. Je pense qu'il faut reprendre un peu de l'anti-anglais. Hein. Ouais, on est patriote ou pas? On n'oublie pas la guerre de 100 ans ici. Les Anglish, ils disent pète pour animal de compagnie. Oh, le roast beef, tu promènes ton prout en laisse ou quoi, MDR? Viens bien te faire foutre, sale fils de pute d'anglais. On n'oublie pas la guerre de 100 ans ici. Vrrrra. Ah ouais, Mr. Pool, c'est notre porte-parole de la France. Il a totalement raison. Ça, c'est du tweet. Et donc, Macron, tu vas pas te laisser faire par des promeneurs de prout. Les Anglais, ils ont créé les États-Unis. On est anti-anglais et anti-américain, primaire, secondaire, tertiaire, quartière, je sais pas, tous les trucs. Vous prenez tous les trucs. L'opinion se mobilise. Il reste l'Allemagne qui... Oui, bon, l'Allemagne, non, mais on n'en parle même pas. Là, il y a l'Allemagne qui se réarme et personne n'est en train de s'inquiéter. Il y a les Allemands qui se réarment et tout le monde est en mode « Oh, ça va !» L'histoire, avec les Allemands, l'histoire se répète, en fait. Donc, anti-anglais, anti-États-Unis, anti-Allemagne. Reste complètement fermé sur la question et que, au nom des crimes des nazis, eh bien, l'Allemagne est complètement aveugle. Alors, au nom... Parce qu'il faut voir la réflexion des Allemands. Les Allemands, comme ils ont commis un génocide, ils se sentent tellement coupables qu'ils laissent un autre pays commettre un génocide. Il y a un problème, je pense, là. En fait, vous n'avez pas du tout retenu la leçon. Vous êtes en train de répéter les erreurs. Toujours, l'Allemagne, toujours du mauvais côté. C'est une folie. C'est une folie. Tous ceux qui disent que reconnaître la Palestine, c'est céder au vote communautaire, c'est quand même le monde à l'envers. Oui, vous avez vu, il y a Aymeric Caron qui a fait un tweet. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le tweet de Aymeric Caron. Je vois ce qu'il a voulu dire, mais
c'était une erreur. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde lui tombe dessus. Genre, les gars, c'est bon, il y a déjà eu une critique de gauche. Non, mais je vais revenir sur ça, les gens. Je vais revenir sur Aymeric Caron. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde en fait des tonnes et des tonnes sur le tweet d'Aymeric Caron, comme ça, pour montrer patte blanche et tout. Hé, les gars, c'est bon. Je veux dire, pour moi, le tweet était très maladroit et donc pouvait facilement être vu comme antisémite. Tu peux facilement avoir une lecture antisémite du truc. Surtout que pour moi, c'est une mauvaise manière d'appréhender Israël. Mais ça m'énerve, quoi. Oui, voilà, les tweetos trop heureux de pouvoir se distinguer, ça crève les yeux. Tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez, c'est ce que j'arrête pas de dire, il n'y a pas assez de bons soupçons. J'ai compris ce qu'il voulait dire, et en plus, tout en comprenant ce qu'il voulait dire, j'étais pas d'accord avec la manière dont il le... Enfin, j'étais pas d'accord avec son fond, mais son fond est pas profondément antisémite. Je pense que c'est une mauvaise lecture de l'histoire. En fait, on a beaucoup qui disent que si les Européens soutiennent Israël, c'est parce que Israël est un État juif et non pas. Alors, tu as la version soralienne totalement antisémite en mode c'est les Juifs qui contrôlent le monde et donc les gens sont à l'ordre des Juifs. Ils écoutent les Juifs, c'est les Juifs qui les contrôlent. Donc, ça, c'est la mauvaise lecture la plus antisémite. Et une deuxième lecture un peu moins mauvaise, mais qui est pour moi encore mauvaise, mais dans un autre sens qui n'est pas antisémite, c'est de se dire ah, Israël, c'est l'État des Juifs et ils ne veulent pas critiquer les Juifs parce qu'il y a une forme de culpabilité par rapport à la Seconde Guerre mondiale et par rapport à la Shoah. Tu as beaucoup de gens qui ont une lecture comme ça, en mode « Ah, c'est parce que c'est des Juifs et donc les Européens, et notamment les Allemands, se sentent coupables par rapport à ça, donc ils veulent pas. » Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Donc déjà, premièrement, les gens, on peut avoir un truc de bon soupçon dans notre camp. Je veux dire, il y a déjà assez d'attaques de la droite, de l'extrême droite, que pour nous, faut qu'on arrête là, comme ça, d'essayer de descendre tout le monde et tu sais, dire « Ah, je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas que ce soit ça, je pense que tu te trompes. » Mais d'arrêter d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, surtout vers quelqu'un qu'on sait qui est un camarade. Et je ne pense pas que Aymeric Caron soit un militant antisémite, tu vois. Donc, par contre, moi, j'aurais une critique à l'écart de Aymeric Caron en mode c'était trop maladroit. C'était trop maladroit de juste répondre oui. Je veux dire, moi, c'est une erreur de maladresse, quoi. Tu peux pas te permettre ça, c'est juste ça. Mais après, c'est une erreur comme on peut en faire 150 fois. Je veux dire, les gens, tu tweets souvent, t'es dépassé par ce qui se passe en Palestine, t'as les nerfs, t'as la colère, t'as tout le monde qui t'attaque. Je rappelle que Aymeric Caron, il reçoit des menaces de mort, hein. Des menaces de mort. Voilà, parfois, tu te prends pas la tête, tu réponds juste oui. Et moi, c'est là où je dis que c'est maladroit. Ça peut facilement être récupéré par les gens en mode « Ah, vous avez vu, il est antisémite. » Et donc, dans sa tête à lui, c'est de dire les Européens se sentent coupables à l'égard des Juifs et osent pas prendre des sanctions parce que par culpabilité par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la Shoah. Mais ça, pour moi, les gens, c'est une mauvaise lecture. Après, d'ailleurs, c'est pas la lecture la plus catastrophique qui soit, tu vois. Je veux dire, parce que c'est une lecture qui prend en compte l'histoire sans tomber dans l'antisémitisme. Mais moi, je veux revenir sur cette culpabilité et je pense que ça joue un petit peu, mais c'est pas ça le cœur du sujet. Les Européens ne défendent pas Israël par culpabilité. Les Européens défendent Israël parce que ça sert leurs intérêts économiques, stratégiques, militaires. Il faut aussi rappeler que Israël est devenu au cours des années une puissance militaire, mais aussi une puissance en termes d'information, parce qu'il est un État juif, c'est bien cela, et répond juste oui. Tu ne peux pas te contenter de dire que oui. Moi, et encore une fois, bon soupçon, je suis persuadé qu'il avait ce truc-là. Pour moi, l'erreur, c'est que tu aurais dû prendre un peu du temps pour expliquer un peu le truc, quoi. Mais de là à le présenter comme un antisémite, je suis en mode, gars, faut arrêter de forcer les gens, faut arrêter de forcer. Faut lui dire, bon, frère, t'es député, t'es scruté, peut-être qu'il faut que tu développes un peu plus, et aussi dire aux autres, les autres, vous forcez. On comprend ce qu'il veut dire. Même en n'ayant pas raison, hein, on comprend ce qu'il veut dire. Pourquoi tu penses qu'il a raison, Meneji? Pourquoi tu penses qu'il a raison? Pourquoi, pour toi, ton explication, c'est on les sanctionne pas parce qu'ils sont juifs? Moi, je suis persuadé qu'ils en ont rien à foutre qu'ils soient juifs. C'est juste que Israël sert les intérêts européens. Après, oui, est-ce que c'est choquant de dire qu'Israël et ses alliés occidentaux instrumentalisent la judéité pour justifier l'inexistence de leur État et de l'existence de leur État et de leurs méfaits? Mais bien sûr qu'il y a une instrumentalisation du génocide, de la Shoah, pour servir de légitimité à l'État d'Israël. Les gens, c'est une évidence. Dès qu'on critique Israël, ils traitent les autres d'antisémites et ils jouent sur ça. Ils jouent sur la culpabilité qu'ont beaucoup par rapport à la Shoah et au fait que pour les gens, l'antisémitisme, c'est grave. Contrairement aux autres racismes, hein, contrairement à l'islamophobie, il faut réellement lutter contre l'antisémitisme. Par contre, je ne pense pas que leur seule motivation, c'est ils sont juifs. Ça reste un petit pays, perso, je pense que c'est 90% de culpabilité. Moi, je ne pense pas que c'est 80%. Je veux dire, même l'Allemagne, les gens.
Prenons le cas de l'Allemagne, qui est le plus responsable de ça. Je suis persuadé que c'est... Tu sais, moi, ça aurait pu être... Pour la gauche, oui, tu vois. Tu as une partie de la gauche allemande, et notamment dans le truc d'extrême gauche, qui arrive à être aussi anti-Dutch, tu as une forme de culpabilité. Mais c'est pas que ça. Arrêtez de me faire croire que le seul truc qui motive l'Allemagne à soutenir Israël, c'est la culpabilité. C'est pas vrai. Allemagne-Israël, de la responsabilité historique à la complicité criminelle. Ah, c'est un long article. Mais les gens, prenons. Là, vous me dites l'Allemagne. Allez, les États-Unis de Biden, c'était quoi la justification? Parce qu'ils n'ont aucune culpabilité. Ils n'ont aucune culpabilité à avoir vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Biden et les États-Unis suivent Israël et soutiennent Israël sur ce qui se passe seulement parce que ça sert leurs intérêts. L'Allemagne, en brandissant la Staatsraison comme justification absolue de son soutien à Israël, détourne la mémoire de la Shoah pour couvrir un génocide à Gaza. Cette posture s'accompagne d'un macartisme féroce contre toute voix dissidente, assimilant la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Donc les gens, pour qu'on comprenne bien, pour vous, l'Allemagne dit qu'on soutient Israël parce qu'on a fait un génocide et donc on est coupable, donc il faut soutenir Israël. Pour vous, c'est la seule explication? Mais pour moi, vous n'êtes pas dans le réel politique. Pour moi, c'est aussi... Outre la culpabilité qu'ils peuvent ressentir, moi je suis persuadé que ça sert aussi leurs intérêts. Vous croyez que les Allemands, ils n'ont pas intérêt à travailler avec les Israéliens plutôt qu'avec travailler avec les Palestiniens, avec l'Iran et tout? C'est ça qui me fascine. C'est les deux. Mais là, vous me dites 90%. Même pour l'Allemagne, je ne pense même pas que c'est 90%. Prenons la droite allemande maintenant. S'il n'y avait pas la Shoah, vous croyez qu'elle serait de côté d'Israël? Alors pourquoi des pays qui n'ont rien à voir avec la Shoah soutiennent Israël? Pourquoi les États-Unis soutiennent Israël? Moi, je pense que vous êtes trop matrixés par ça. Et vous êtes trop... Et en plus, vous pensez trop que c'est des puissances morales et qui se sentent vraiment coupables par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis persuadé qu'ils n'en ont rien à foutre. Regardez pourquoi ils n'ont pas cette culpabilité avec les Roms. Pourquoi il n'y a pas cette culpabilité avec les Roms? Et là, vous êtes en train de sous-entendre que ah non, mais maintenant ils s'intéressent aux Juifs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis persuadé qu'ils s'en battent les couilles. Bien sûr que dans une partie de la gauche, elle va jouer cette culpabilité, mais là, les puissances occidentales, elles justifient leur soutien à Israël, notamment en instrumentalisant la Shoah. Mais ce qui joue, c'est les intérêts. Dis que les affects n'existent pas. Si, je te dis qu'en instrumentalisant Uncle Kerm, là, ils jouent sur les affects. L'Allemagne, ce que fait l'Allemagne ici, c'est de jouer sur les affects en mode « Ah, il faut les soutenir, on a quand même fait des dingueries, on a quand même fait la Shoah », alors que le fond de la motivation, c'est pas du tout la culpabilité, c'est le business, c'est le militaire, c'est l'armement. Et surtout, n'oubliez pas les gens, parce que là, les gens, et on en a parlé avec Mathieu Rigous, Israël est maintenant à la pointe sur pas mal de choses qui peuvent servir les puissances occidentales, au niveau de l'armement, au niveau du renseignement. Dites-vous que aussi maintenant, les États occidentaux ont aussi besoin un petit peu d'Israël. Et encore une fois, c'est quoi les opposants à Israël? C'est l'Iran. C'était une partie de la Syrie à l'époque. C'est le Liban, le Hezbollah. Moi, le truc de la culpabilité, c'est pas déterminant. Et c'est pour ça que je trouve que l'explication par juif, elle n'est pas suffisante. Bien sûr que ça joue, mais elle n'est pas suffisante. Je comprends mal c'est quoi les intérêts de l'Allemagne en Israël. Mais ça, c'est pas seulement les intérêts de l'Allemagne, c'est les intérêts de l'Union européenne au niveau du commerce, au niveau militaire, au niveau de l'armement, d'avoir une base avancée au Moyen-Orient, de contrecarrer notamment l'Iran. Les gens, rien que le fait de contrecarrer l'Iran qui essaye avec la Russie et la Chine d'avoir un autre ordre international, c'est déjà un enjeu important. Mais pour des gens, la seule raison que l'Allemagne aurait de soutenir Israël, c'est seulement la culpabilité. La principale, moi, je suis pas d'accord. Là, je suis pas du tout d'accord. Je veux dire, il y a juste à regarder les autres gouvernements conservateurs qui ont rien à voir là-dedans et qui soutiennent Israël, quoi. Alors, qu'ils soient autant là-dedans, qu'ils soient beaucoup plus forcenés dans le soutien que la France ou que, tu vois, d'autres pays. Je suis d'accord qu'il y a la culpabilité, mais que la raison profonde, c'est pas la culpabilité. Mais non, mais si c'est juste pour les intérêts économiques, pourquoi la censure? Moi, je vous ai dit que la culpabilité joue dans le degré du soutien, comment ils sont fous pour réprimer les mouvements pro-palestiniens. Mais par contre, la raison profonde, c'est les intérêts économiques, militaires et tout, quoi. Pour moi, avoir comme lecture de « Ah, ils soutiennent parce qu'ils sont coupables », ça peut jouer, mais c'est pas ça l'argument principal. Israël joue aussi le rôle de défense de la civilisation occidentale face aux barbares. Bah oui, t'as tout ce discours-là. Là, t'as vraiment le discours civilisationnel dans laquelle une Allemagne... D'ailleurs, les gens, là, on rappelle qu'on est dans une Allemagne de plus en plus d'extrême droite et de plus en plus d'extrême droite par anti-islamité, par islamophobie, et qui rentre totalement dans le discours de toute l'extrême droite actuelle en mode pro-Israël parce que leur guerre, c'est notre guerre contre les Arabes barbares. Mais c'est pour ça que le truc de culpabilité à l'égard des Juifs, t'as aussi en mode, mais
Comment ça se fait alors qu'il n'y a aucune culpabilité à l'écart? Moi, les gens, les Européens oublient très facilement leurs crimes. C'est ça, en fait, dans votre explication de culpabilité, je trouve que ça donne un trop beau rôle à l'Occident. C'est ça qui m'énerve un peu. En mode, ah, ils se sentent coupables. Alors que je trouve que les Occidentaux oublient très facilement les dingueries qu'ils ont commis, surtout si les intérêts économiques, matériels et tout vont dans ce sens, ils arrivent très facilement à oublier. Et on le voit même avec l'exemple du génocide, les Roms. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre d'avoir génocidé des Roms et tous les crimes coloniaux qu'ils ont faits. Moi, c'est juste... Et vraiment, c'est ça qui me dérange dans l'explication de la culpabilité. Je trouve que c'est avoir une trop bonne image des Occidentaux et leur donner... genre, ah, ils se sentent coupables. Tu sais, je pense que ça joue un petit peu, mais je pense même qu'il y a du cynisme dans cette manière dont ils instrumentalisent cette culpabilité. Ils se sentent pas trop responsables de leur premier génocide contre la Namibie, les Allemands. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une instrumentalisation de ça, quoi. C'est pour ça que moi, quand tu as des gens qui mobilisent le génocide, la Shoah, pour justifier leur défense d'Israël, je suis en mode, vous êtes des énormes FDP de cyniques. Parce que tous les autres crimes, vous en avez rien à foutre. Et là, juste parce que ça sert vos intérêts de défendre Israël, vous allez mobiliser le génocide que vous avez fait en 40. C'est juste qu'ils utilisent la judéité comme narratif pour continuer la colonisation pour l'intérêt. Ah, ça, totalement d'accord. Hein. Mais c'est pour ça que je parle d'instrumentalisation. Hein. Vraiment, prêter des valeurs morales comme motivation à leur principe dans le système, j'y crois pas du tout. Bah ouais, c'est pour ça. Après, je pense que ça peut jouer. En fait, moi, je pense que c'est peut-être pour ça. Il faut distinguer les gouvernements qui, eux, sont full cyniques, de la population. Et je pense qu'il y a des gens dans lesquels on leur a... Il y a plus un truc en mode, ah oui, quand même, c'est chose qu'on a fait aux Juifs, et donc c'est normal de soutenir un peu Israël. Moi, je pense que ça joue un petit peu sur les gens, mais c'est pas ça qui va guider les directions du gouvernement, quoi. Mais je pense que ça peut jouer chez certaines personnes de se dire, ah oui, quand même, c'est chaud. On a fait, c'était terrible, il faut soutenir Israël pour réparer nos erreurs. Moi, après, je suis d'accord qu'il y a une particularité dans le cas de l'Allemagne, il y a une particularité, mais ce qui explique pourquoi il y a eu des mouvements comme les anti-Dutch. Hein, pour moi, les anti-Dutch, c'est une anomalie incroyable, quoi. Mais ça, on en parlera avec Salim Nedi. Avec Salim, on parlera parce qu'il a travaillé sur les anti-Dutch. Les anti-Dutch qui sont aussi ultra-islamophobes. Les anti-Dutch, vite fait, les anti-Dutch, c'est des antifascistes pro-israéliens, même pro-américains. Et donc, vous voyez des manifs de Black Bloc avec des manifestants qui ont des drapeaux israéliens et américains. Et donc, voilà quoi, tu as vraiment des antifas avec le drapeau israélien. Mais c'est très allemand, hein. Et t'en as certains qui sont aussi, regardez, bah voilà, pas une folie cette photo, avec des drapeaux américains, ouais. Donc ça, c'est un délire. Mais on en parlera avec Salim Nedi. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a cet excellent article qu'a écrit Salim Nedi, qui résume tout le truc. Et en fait, il y a un truc un peu bizarre que... et là, c'est vraiment sur la culpabilisation à l'extrême gauche, en mode l'Allemagne... Ils sont antinationalistes allemands parce que l'Allemagne ne peut que venir vers le génocide, et notamment des Juifs. Et donc, ils sont anti-allemands de ouf. Genre, pas de nation allemande parce que c'est la catastrophe. Mais aussi, paradoxalement, ils soutiennent Israël parce qu'il faut réparer les erreurs. Et ils soutiennent les Américains, notamment parce qu'ils mènent des guerres qui sont bénéfiques pour la survie d'Israël. Et tiré de tout cela, les gens, c'est une folie, hein. C'est une folie leur truc. Et tiré de tout ça, ils sont aussi profondément islamophobes parce que maintenant, la véritable menace pour eux à l'égard pour les Juifs, c'est pas l'Occident, c'est les musulmans. C'est un délire. Et donc, ils en viennent à soutenir les États-Unis et les guerres états-uniennes qu'on dans tout le Moyen-Orient. Non, mais c'est trop bizarre. T'as certains sionistes de gauche qui sont un peu anti-Dutch, mais il y en a assez peu en réalité. Parce que c'est quand même un lore bizarre et c'est vraiment les moins chers des antifas, disons. Mais les gens, ils ont été très influents à une période, enfin pas très influents, mais ils ont réussi à quand même impacter une partie du mouvement antifasciste en Allemagne, qui fait que c'était très difficile dans les mouvements antifascistes en Allemagne de parler de la Palestine. Et encore aujourd'hui, c'est quand même de l'extrême gauche en plus. Oui, c'est ça, c'est aussi d'extrême gauche. C'est vraiment... mais antifasciste. Bref, on finit la vidéo de Pascal Boniface, on s'est un peu écarté, mais c'était cool de revenir aussi sur Aymeric Caron. Et juste pour finir sur Aymeric Caron, moi je pense que stratégiquement, c'était pas un bon tweet. Je suis pas totalement d'accord avec l'idée de... Tu vois, je vois ce qu'il veut dire, mais je suis pas totalement d'accord avec cette analyse. Mais pour moi, c'est des points de détail. Et juste à gauche, apprenons à être dans le bon soupçon et apprenons à être plus stratégique. Et on peut faire des critiques à l'égard de Caron,
sans le jeter dans la gueule du loup, tu vois. Moi, ce qui m'énerve, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc un peu maladroit, même en comprenant ce qu'il veut dire, t'as tout le monde qui essaye de montrer patte blanche et de se montrer plus woke et qui essaie de le pousser dans les orties. Eh, c'est bon, les gens, un peu de... Là, on a besoin de camaraderie, quoi. Il y a dit un point de détail pour les juifs. Ah, pardon. C'était le terme était mauvais, tu vois. Point de détail, il faut aussi être dans le bon soupçon. Oui, non, mais j'avais oublié le Jean-Marie Le Pen FDP. Surtout que Caron, il fait pas semblant, il est super actif sur le sujet. Mais oui, de ouf. Et moi, je comprends. Et en fait, il y a un moment donné, les gens, c'est obligé que parfois, tu peux faire une petite erreur, tu vois. Mais même dans une erreur de com'. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que de l'autre côté, il y a dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Ils peuvent continuer à parler, ils peuvent continuer à blablater sans être inquiétés. Et nous, dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a un dérapage, et encore, on pourrait savoir si on doit qualifier ça de dérapage. Pour moi, c'est pas un dérapage, je pense que c'est une erreur de com'. Et dès qu'il y a un dérapage, ça y est, c'est fini. On avance un petit peu parce que je voulais faire court sur ça. C'est la vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'on fait concrètement pour qu'il puisse encore y avoir de quoi faire exister un État palestinien, parce qu'au rythme où ça va, comme l'a dit l'historien Vincent Lemire, on risque de reconnaître un cimetière. Oui, Gaza, c'est rasé, tu vois. S'ils me disent, les gars, on est sympa, hein. On reconnaît l'État de la Palestine et Gaza. Allez, vous avez Gaza en entier. Allez. Qu'est-ce que tu fais de ce qui reste de Gaza, frère? Et vous m'aidez, vous me financez un petit peu pour reconstruire tout ça ou je me débrouille? Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Il faut non seulement reconnaître l'État de Palestine, mais faire en sorte que l'État puisse exister et donc arrêter les massacres en cours, arrêter la famine en cours qui se déroule à Gaza. Bon, très bien, Carré, très bien. Moi, je suis d'accord avec lui. De toute façon, sur la Palestine, je suis, pense, à 90% d'accord avec Pascal Boniface. Et comme d'habitude, la question, c'est non pas de reconnaître. Ça, c'est la différence entre l'idéalisme et le matérialisme. L'idéalisme va se contenter de dire « Ah non, mais il faut reconnaître l'État de la Palestine. Les Palestiniens ont droit à un État. Bah oui, moi, je pense que ça serait bien quand même qu'ils aient un État. » Et le matérialisme, se dire « Oui, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont comme État matériellement parlant ? Qu'est-ce que ça représenterait un État de la Palestine? À commencer par les frontières. Par quelles frontières on parle? Par quelles ressources? Qu'est-ce qu'on fait des habitants? Qu'est-ce qu'ils ont pour vivre? Qu'est-ce qu'ils ont comme terre? Voilà, ça c'est une autre question. C'est pour ça que dire « Ah non, mais je suis pour 2 États », pour moi ça veut rien dire. Il faut que tu ailles plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien écoutez, comme conclusion, je dis juste pourquoi ce revirement sur la Palestine. On est au mois de juillet 2017. Inch'Allah, il n'y a pas un autre revirement parce que le Macron il est capable de dire en septembre en mode « Ah non, ça va être compliqué là, vous comprenez, c'est compliqué ». Donc, mois de septembre, on donnera rendez-vous et on verra ce qu'il en est. Mais la reconnaissance de la Palestine, c'est le combat qui continue parce que nous, ça ne va pas nous satisfaire. Il y a encore tellement de choses à faire. Et nous, on rappelle l'un de nos combats qui nous distingue, sionistes de gauche, le droit au retour. Le jour où on posera sérieusement la question du droit au retour des Palestiniens, là, on aura fait un grand pas. Tu as parlé des annonces de Trump qui se retire des négociations et donne le feu vert à Israël. Ah non, j'ai pas vu. Tu as un truc? J'ai pas suivi ça. Il a annoncé ça quand? C'était à 16h là. Tu peux m'envoyer... Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer le truc de Trump? Trump affirme que le Hamas veut mourir après l'échec des pourparlers sur Gaza. Alors toujours les déclarations de Trump qui est complètement conne. Le Hamas veut mourir. En fait, là, on essaie encore de nous faire croire que c'est à cause du Hamas que la population se fait génocider. Et on rappelle que les négociations que veulent faire les Israéliens, c'est en mode, vous avez un État, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez des petits territoires par-ci par-là sur lesquels on gère 2/3 du territoire et le dernier tiers, on le donne à une organisation politique qu'en fait on contrôle. Donc au final, vous n'avez pas vraiment de territoire, mais vous voulez pas accepter notre négociation. Vous êtes quand même bizarres, les gens. Vous êtes quand même, oh, le Hamas, vous en faites trop. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que le mouvement israélien-palestinien Hamas veut mourir après l'avoir accusé de ne pas rechercher un accord sur cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Moi, déjà, le truc de cessez-le-feu, moi, j'ai l'impression que le feu, il est que d'un côté. C'est-à-dire, quelles sont les ripostes des Palestiniens? Elles me semblent assez minimes par rapport à la machine de guerre à l'égard d'Israël. Tu sais, c'est ça qui m'hallucine aussi sur le cessez-le-feu. C'est les Israéliens qu'il faut convaincre d'arrêter de faire le feu, en fait. Le ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé, après l'échec des négociations, étudier d'autres options pour ramener les otages et mettre fin au règne terroriste du Hamas. C'est vrai que le règne d'Israël n'est pas du tout terroriste. Le mouvement islamiste a accusé l'émissaire américain Steve Witkoff de revirement pour servir les intérêts d'Israël. Alors, vous pensez ce que vous voulez du Hamas, mais ça ne m'étonnerait pas que Steve Witkoff, un Américain au service de Trump, soit capable de faire ça.
procéder à un revirement pour servir l'intérêt d'Israël. J'ai quand même l'impression que ça m'a l'air plausible. Dans ce contexte d'accusation réciproque, un responsable israélien a annoncé la reprise prochaine de largage d'aide à Gaza, plongé dans un désastre humanitaire et où des organisations internationales ont alerté sur une flambée de la malnutrition infantile. Les bombardements israéliens sur Gaza ont entre-temps continué. Donc voilà, je veux dire, le cessez-le-feu, il m'a l'air plutôt d'un côté. Hein. La défense civile locale faisant état de 89 morts ces dernières 24 heures. En fait, là aussi, on est dans un tiers de déconnexion où on nous annonce tous les jours des chiffres et on se rend plus compte de ce que c'est, quoi. 89 morts. Alors que si en France, aujourd'hui, il y avait 89 morts, là, imaginons, il y a un attentat qui provoque 89 morts, légitimement, on en parlerait pendant des heures, des semaines, des mois, des années, ce serait un choc légitime. Mais là, en Palestine, ça va, quoi. Ça va, c'est tranquille, tranquille. Le Hamas ne voulait pas vraiment conclure un accord. Je pense qu'ils veulent mourir et c'est très, très grave. Voilà le degré d'analyse de Trump, quoi. Le Hamas veut mourir. C'est ça qu'il a déduit de la situation là-bas. Il a étudié le sujet et il s'est dit « Ah, ils veulent mourir ». Son émissaire Witkoff a acté jeudi l'échec des pourparlers menés pendant plus de 2 semaines à Doha entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. Il a, comme M. Netanyahou, retiré ses négociateurs en mettant en cause la bonne foi du Hamas. Je veux bien qu'on remette en cause la bonne foi du Hamas. Mais qui croit en la bonne foi d'Israël et des États-Unis? Pourquoi on me fait croire qu'il n'y a que le Hamas dont il faut remettre en cause la bonne foi? Witkoff a vu juste le Hamas et l'obstacle à un accord de libération des otages. D'ailleurs, moi, j'ai toujours la question à ceux qui me parlent de la libération des otages. Encore une fois, la question que je pose, c'est, en gros, Israël a le droit de tuer combien de Palestiniens? C'est-à-dire que là, tant que les otages ne sont pas libérés, Israël peut légitimement massacrer des enfants. Et il faut me dire, un otage, ça vaut combien de Palestiniens? Voilà, c'est quoi le ratio, en fait? À partir de quel moment on peut commencer à se dire que peut-être qu'il faut trouver une autre solution, peut-être qu'il faut trouver d'autres pour parler, peut-être, voilà. Si vous me dire à quel moment on peut s'indigner de la mort de Palestiniens. Les déclarations négatives de Witkoff vont complètement à l'encontre du contexte dans lequel se sont déroulées les négociations et il le sait parfaitement, a déclaré à l'AFP Bassem Naïm, le rose responsable du Hamas. Là, le problème, c'est comme ça va être un représentant du Hamas, les Occidentaux vont tout de suite dire c'est un islamiste, c'est un menteur, il est fourbe, c'est dans ses gènes, c'est dans son sang, ils sont comme ça, ces gens-là, faut pas les croire, ils mentent. Voilà. Les médiateurs avaient accueilli très positivement la réponse du Hamas, a-t-il dit. Le Hamas a indiqué jeudi avoir répondu à une offre de trêve de 60 jours assortie d'un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Alors là, vous voyez, les mots sont différents. Otages israéliens, prisonniers palestiniens. On rappelle qu'il y a des milliers de prisonniers palestiniens qui sont en fait des prisonniers administratifs, dont l'un des adjectifs serait otages. Des prisonniers qui sont en prison, sans procès, sans rien, quoi, sans droit ni rien, en dehors du droit international. Donc, en fait, on appelle ça des otages. Voilà, dans le langage courant. Mais pour Israël, on va appeler ça des prisonniers. En plus, quand tu dis prisonniers, tu as l'impression que c'est plus justifié. S'ils sont en prison, c'est pas pour rien. Alors que les otages, ils sont otages, ça veut pas dire qu'ils sont méchants, tu vois. Mais prisonniers, c'est forcément que les Palestiniens l'ont un petit peu cherché. Hein. En proposant des amendements aux clauses sur l'entrée de l'aide humanitaire, des cartes de zone de Gaza d'où l'armée israélienne devrait se retirer et sur des garanties sur la fin de la guerre. Israël, qui refuse de donner de telles garanties, veut démanteler le Hamas, le chasser de Gaza et prendre le contrôle du territoire où le... Oui, bon. Ah! Attendez, j'ai tapé trop fort. Ah, voilà les conditions. En gros, les conditions que... Tu sais, tu as des gens en mode c'est pas normal, le Hamas a été très négatif durant ces négociations. Vous avez proposé en gros que le Hamas, ça dégage et on colonise. Qui accepterait ça? Qui encore? Qui? Ça, je suis halluciné. T'as celui qui est en train de génocider, qui est en train de mettre ses conditions. Israël est en train de nous dire j'arrête de génocider sous ces conditions. Et d'où je croyais qu'on négociait pas avec les terroristes. On négocie. Alors, la logique de l'Occident, c'est que tu ne négocies pas avec les terroristes. Par contre, un État génocidaire peut négocier. Et selon ses conditions. L'armée israélienne assiège Gaza depuis octobre 2023 et contrôle tous ses accès, après avoir lancé une offensive d'envergure dévastatrice en riposte à l'attaque du Hamas qui a provoqué une catastrophe humanitaire. Début mars, Israël a interdit l'entrée des aides à Gaza avant d'autoriser fin mai l'acheminement de quantités très limitées, entraînant de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, en suscitant des critiques croissantes sur l'aggravation de la faim. En gros, à Gaza, là, c'est Mad Max. Okay, c'est le même paysage que Mad Max. Voilà, on est dans les mêmes conditions de vie que Mad Max. Okay, et encore à Mad Max, ils avaient de l'essence. Ils avaient du pétrole. Israël rejette toute responsabilité dans cette crise humanitaire. Bon.
et accuse le Hamas de détourner l'aide. Non. Ils donnent 3 barres de céréales pour 100 000 personnes et ils osent dire non mais c'est le Hamas qui a détourné l'aide. Non mais ils sont... Le degré d'humanité, de moralité d'Israël, c'est une dinguerie. Hein. Un responsable israélien a annoncé que le largage d'aide humanitaire sur Gaza reprendront dans les prochains jours. Oui bon, c'est pas comme s'ils étaient en train là, littéralement de mourir de faim. Début 2024, plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et arabes, ont participé à des largages d'aide sur Gaza. Mais l'acheminement d'aide par les airs ne peut se substituer aux routes terrestres, avait à l'époque insisté l'ONU et de nombreux pays. Alors, les États-Unis, ils ont un moyen de faire pression contre Israël. Donc, les États-Unis, il faudrait presque qu'on leur dise merci de donner de l'aide humanitaire. Mais c'est à cause de vous qu'il y a une catastrophe humanitaire. On ne va pas applaudir le pyromane de lancer des bouteilles d'eau, tu vois. Ah non, mais moi aussi, j'éteins le feu, là. Regardez, je mets des seaux d'eau, là, sur le feu de forêt. Selon les Médecins sans frontières, un quart des enfants âgés de 6 mois à 5 ans et des femmes enceintes et allaitants sont examinés la semaine dernière, souffrent de malnutrition. L'utilisation délibérée de la faim comme arme de guerre par les autorités israéliennes a atteint des niveaux sans précédent. Près d'une personne sur 3 ne mange pas pendant des jours. Un tiers ne mange pas pendant des jours, les gens. Philippe Lazzarini, responsable de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a affirmé que la famine commence à s'installer silencieusement à Gaza. Plus de 100 personnes, pour la grande majorité des enfants, seraient déjà mortes de faim. Après, c'est quoi des enfants palestiniens? On te dit 100 enfants palestiniens, c'est des statistiques, quoi. Voilà. Dans la tête des gens. Voilà. T'as pas leur photo, t'as pas leur nom, donc les gens... Et puis, c'est des Palestiniens, quoi. C'est... Voilà. Les gens s'en foutent. On ne peut plus accepter le massacre et famine à Gaza, a affirmé le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani. C'est-à-dire que même le chef de la diplomatie d'un pays fasciste, même là, il s'est dit, ça commence à être un peu chaud. On est au niveau où même les fascistes italiens gueulent un peu plus que nous. L'attaque du 7 octobre a entraîné côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée. Ok, donc il y en a 22 qui sont encore vivantes, c'est ça? Les représailles israéliens ont fait officiellement 59 676 morts. Tout le monde sait que c'est plus. Personne ne croit que là, on est à 60 000 morts. Personne. Et pourtant, il y a encore des gens qui vont dire « Ah non, mais ça, c'est les chiffres du Hamas, hein, ils sont contestables. » Ils sont contestables, mais pas dans le sens dans lequel tu crois, hein, je te le dis. Hein. Bon, voilà, c'est un peu badant, hein, mais comme rappel, hein, toujours la conclusion, Palestine vivra, Palestine vaincra, Inch'Allah.